Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble, finalement, comment investir en étant policier. Alors, on va plus voir les avantages, bien sûr, que procure la police pour investir dans l'immobilier, que ce soit pour la résidence principale ou que ce soit pour du locatif. Alors, bien sûr, là, ce qu'on va voir ensemble, c'est quand même plus pour du locatif. À prendre en compte une chose également, c'est que si jamais tu veux vraiment savoir comment investir dans l'immobilier de A à Z avec toutes les étapes, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai mise sur YouTube. C'est une mini formation, d'accord, qui dure une heure et demie, un truc comme ça, où là je t'explique vraiment toutes les étapes. Ok, je peux pas te présenter, je peux pas te montrer comment investir dans l'immobilier avec une simple vidéo de 10 minutes, d'accord. Il y a énormément de choses à prendre en compte, mais dans cette vidéo, on va voir tous les avantages que procure la police pour investir dans l'immobilier. Alors c'est parti, puis on va les voir un par un. Alors les différents avantages, tu vois, tu en as plusieurs. Il y a l'investissement sans apport, le lissage des primes, la diminution des charges, le calcul différentiel, l'augmentation des taux d'endettement, les taux qui sont avantageux, le différé total plus facile à obtenir et les organismes de cautionnement. D'accord? Alors ça peut te paraître flou, d'accord, ce que je dis. C'est des termes qu'on utilise dans l'immobilier. Peut-être que tu n'as aucune connaissance, mais je te rassure, c'est normal. Et tu verras au fur et à mesure que tu t'intéresses à l'immobilier et puis que tu fais ton premier projet immobilier, tu vas avoir les connaissances, puis ça va te paraître assez classique finalement, ces termes-là. Je sais que nous, on peut le voir avec les personnes qu'on accompagne, les policiers qu'on accompagne, qui rentrent dans l'accompagnement, qui n'y connaissent rien. Et dès qu'ils ont fini leur premier projet, qu'ils entament un deuxième, bon, bah tout ça, finalement, ils savent absolument tous les mots, etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors, investir sans apport, tu as plusieurs méthodes pour pouvoir investir sans apport. Et généralement, pourquoi est-ce que la banque va plus te favoriser, toi, l'investissement sans apport, plutôt finalement qu'un civil? Tout simplement par rapport à la solidité de ton contrat. D'accord? Tu es fonctionnaire, tu es représentant de l'État, ton employeur, c'est l'État. C'est quelque chose qui est beaucoup plus solide qu'une simple société. Ok? On va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Le but, c'est que tu saches vraiment les avantages. Donc, tu as deux méthodes pour investir sans apport. Tu vas avoir la méthode du 110% ici. Donc, bon, je me suis trompé, il faut mettre 110% ici. C'est quand la banque va te financer la totalité de l'achat, ok, avec tous les frais annexes. Parce que généralement, quand tu vas voir ta banque, admettons, tu vas l'avoir pour savoir justement ta capacité d'emprunt, donc le montant que tu veux emprunter à ta banque. Elle te demande 2, 3 informations et elle va te dire à chaque fois, oui, mais vous avez besoin d'apport, monsieur. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le sans-apport, il s'obtient que quand tu as un projet immobilier d'acté chez le notaire. D'accord? Il ne s'obtient pas avant le sans-apport. Il faut vraiment que tu aies quelque chose de concret, des études de marché, des dossiers, etc. Donc forcément, il y en a beaucoup qui se disent non, investir sans apport, c'est impossible parce que ma banque me l'a dit. Oui, mais parce que tu as juste été demandé une capacité d'emprunt. Elle n'avait rien, elle ne peut pas se baser. Nous, du sans-apport, on en fait passer tous les mois. Alors certes, ce n'est pas une norme, mais via ton statut, tu as beaucoup plus de chances de l'obtenir. Donc ça, c'est au niveau des banques. Ensuite, tu as l'acte en main. C'est quand le vendeur va prendre en charge finalement tous les frais. Donc notamment les frais de notaire, droit d'enregistrement, etc. Donc toi, tu ne vas rien payer, plus ou moins. Alors comment ça se passe pour t'expliquer vraiment très rapidement, mais je ferai une vidéo sur l'acte en main d'ailleurs. Hein. Tu as des bonnes parties et des mauvaises parties de l'acte en main. Mais en gros, c'est quand, admettons, le prix du bien il est à 100 000 euros, tu vas finalement acheter le bien 108 000, donc avec ces fameux 8% de frais de notaire, donc ça te fait 108 000 de financement finalement. La banque va te financer ces 108 000 là, et donc quand le notaire a l'argent, il fait la division, il prend sa part, etc. Alors maintenant, il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que ça se prévoit en amont avant. C'est inscrit dans le compromis de vente que c'est l'acheteur, enfin finalement le vendeur, pardon, qui va payer les frais de notaire. C'est ce qui peut relativement faire peur à la banque, d'accord? Alors, ça a du plus parce que finalement, tu investis 100 mètres d'apport. Maintenant, en termes de fiscalité également, comptabilité, tout ça, l'acte en main, ça peut être plus compliqué à amortir. D'accord? Puisque tu peux amortir tes frais de notaire, mais en tout cas, c'est plus compliqué. Mais je reviendrai vraiment sur ce sujet-là dans une vidéo. Et tu peux perdre la confiance avec ton partenaire bancaire. D'accord? Alors, ça dépend vraiment de toi. Si finalement tu as un peu d'apport de côté, en fait, il faut savoir une chose, c'est que plus tu vas avoir d'apport, plus ça va être plus simple pour toi d'investir sans apport. Ok? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'a vraiment 0 € d'apport de côté ne peut pas investir. C'est possible, ça va vraiment dépendre du projet. Ça peut être un peu plus compliqué à obtenir, mais nous, on l'a déjà fait pour certaines personnes. C'est possible et ça leur permet d'avoir un premier projet en cours. Ok? Donc voilà, donc ça c'est très puissant, le sans apport.
Le lissage de primes qui est extrêmement puissant, et puis je t'ai même mis des exemples avec. Donc le lissage de primes, il va consister à prendre en fait en compte toutes les primes que tu as perçues sur une année. D'accord? Donc que ce soit tes primes IJAT, etc. Et tu vas venir, le plus simple c'est de prendre tous tes salaires sur un an. Donc tu verras, si tu as des primes, tu n'as jamais le même montant de salaire. Tous les mois ça varie. Tu vas prendre toutes tes primes sur un an. Et donc tu vas pouvoir les diviser par 12 pour avoir finalement une solde mensuelle. D'accord? Donc tu prends par exemple toutes tes fiches de paye, tes 12 dernières fiches de paye, tu les divises et ça va te permettre d'avoir un montant mensuel. Ça sera ton salaire avec le lissage de primes. Et ça, tu vas voir, ça va te permettre d'augmenter ta capacité d'emprunt. C'est plutôt intéressant. Donc toutes les primes sont possibles, hein, que ce soit les primes IJAT, tous les primes, toutes les trimestrielles, les primes de nuit, etc. Toutes les primes, tu vas pouvoir les prendre en compte pour augmenter ta capacité d'emprunt. Tu verras que c'est assez puissant. Donc là, j'ai pris une solde voilà, de 2050 euros, d'accord, où là, tu peux emprunter 134 000 euros. Alors bon, les taux, j'ai rien modifié, hein, d'accord, tu peux avoir des taux beaucoup plus bas, bref, c'est pas le sujet. Là, c'est vraiment pour te montrer le différent type de calcul. Donc là, tu es à 134 000 euros avec une solde à 2050, d'accord, par mois. Ça, c'est ce qui est décrit par exemple dans ton contrat, mais admettons, tu touches jamais la même solde. Donc par exemple, je sais pas, tu as fait de l'IJAT, ok, tu as fait sur 4 mois, en tout sur une année, tu as fait 4 mois déjà. Bon là les gars, c'est un schéma qui est gros, d'accord, c'est pour les CRS, mais ça marche pour vraiment toutes les primes, ok, ça peut être plus faible ou autre, c'est pas grave, c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc tu vois, si je prends 40 euros par jour à peu près de DIJAT, c'est à peu près ça, après ça change chaque année, mais à peu près sur 40 euros par jour, ça fait du 400 euros. Qui est rajouté, tu vois, finalement quand c'est lissé, c'est 4800 euros sur 12 mois. Ça te fait 400 euros, donc tu vas passer finalement de 134 000 euros de capacité d'emprunt à 160 000 euros de capacité d'emprunt. Donc voilà, c'est pas déconnant finalement. Alors oui, certes, ça explose un peu ton endettement si on prenait le salaire de base de 2050. Mais en soi, si jamais tu as toujours le même prime depuis, je sais pas moi, 5-10 ans, bon, bah en fait, non, ça revient au même. Ton endettement, finalement, il va être pris en compte sur ce que tu touches depuis plusieurs années. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors, diminution des charges. La diminution des charges, généralement, ça va s'appliquer aux personnes qui sont en logement PP, donc de police préfectorale, ou logement conventionnel, enfin bref, les personnes qui sont dans un logement et qui vont payer beaucoup moins cher que des personnes qui vont se loger dans le civil. Si je te prends l'exemple, par exemple, dans l'armée, quand à l'armée, tu es dans un logement, que ce soit les logements pour les sous-officiers, ce qu'on appelle les BCC, ou les logements pour les militaires du rang classique, bah finalement, alors ils payent plus ou moins parce que c'est inscrit dans la fiche de solde, mais encore une fois, ça la banque ne le voit pas forcément. Et donc, il y a quand même une diminution de charge. Ils payent beaucoup moins de charges qu'un civil. C'est exactement pareil pour la police, d'accord. Donc, par contre, il faut faire attention. Et il y en a beaucoup qui vont qui vont penser justement, oui, mais si j'achète un bien immobilier, est-ce que je vais devoir rendre mon logement PP? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on me l'a déjà posé plusieurs fois en appel, d'accord, cette question, quand j'avais des policiers en appel qui voulaient rejoindre l'accompagnement. Et donc là, je vais pouvoir également y répondre. Alors, déjà, le logement PP, il faut savoir que si jamais tu es plus policier ou autre, ou que tu as un changement d'affectation, tu n'y es plus éligible. Donc ça se peut qu'ils te disent non mais maintenant tu n'es plus éligible, laisse la place à une autre personne, sachant qu'en plus, des fois les listes d'attente pour les logements PP sont super longues. Alors, si tu achètes un bien locatif, tu peux garder ton logement PP car finalement ce n'est pas ta résidence principale. Ça c'est à prendre en compte. D'accord? Par contre, si jamais tu achètes ta résidence principale, effectivement, tu n'auras plus ton logement PP. Ou alors, si jamais, bah finalement, c'est ce qui peut se passer aussi, ça peut être problématique plus ou moins. Tu as ton logement PP, tu fais passer ton crédit en résidence principale pour avoir peut-être plus de formules bancaires intéressantes, et au final, dès que tu as l'argent, tu le switches en locatif, ça peut peut-être poser problème, et puis tu peux peut-être rendre ton logement alors que de base, tu voulais juste mettre ton projet immobilier, le passer de RP en locatif parce que tu as de meilleures formules bancaires. Voilà. Tout ça, bien sûr, c'est à prendre en compte lors du projet immobilier. D'accord? Faut pas le prendre en compte dès le début parce que chaque cas est complètement différent. C'est comme le 70%. Ok? Donc voilà. Et du coup, la diminution de charge, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va faire finalement? Bah, ça va te permettre, toi, d'avoir de meilleures formules bancaires. Parce que tu payes beaucoup moins cher un logement PP qu'un appartement qui serait peut-être dans le même secteur. Donc forcément, tu as beaucoup moins de charges. Donc ta capacité d'emprunt va augmenter légèrement. Ton taux d'endettement va légèrement diminuer, etc. C'est vraiment un tout. Peut-être que pour certaines personnes, bah, c'est juste un petit avantage, mais on s'en fout. Mais finalement, quand tu mets tout ça bout à bout, ça te permet d'augmenter ta capacité d'emprunt.
et ça te permet d'emprunter un peu plus, de te positionner sur différents secteurs, etc. Donc c'est super important. Donc diminution des charges. Le calcul différentiel, comment est-ce que ça marche? Alors, il y a plusieurs noms déjà, il n'y a pas que calcul différentiel, il y a plusieurs types de noms pour ce calcul. En fait, c'est quand la banque va tout simplement s'appuyer pour la capacité d'emprunt, d'accord, sur le montant des futurs loyers. Donc je t'explique. Admettons, tu as trouvé un appartement, d'accord, il y a une famille à l'intérieur, la famille elle paye 800 € tous les mois, d'accord. La banque, elle va estimer ta capacité d'emprunt par rapport à ton salaire, bien d'accord. Mais elle va également pouvoir l'estimer par rapport à tes futurs loyers que tu vas toucher. Parce que cette famille, elle est déjà dans le logement, donc il y a un bail qui a été signé. Bah, tu as juste à montrer ce bail à la banque, elle va augmenter ta capacité d'emprunt. Donc des fois, par exemple, s'il y avait, je sais pas, c'était un peu ric-rac au niveau de l'achat, ou ouais, c'était un peu chaud au niveau de l'achat, tu vas prendre en compte ces loyers-là, et finalement, peut-être qu'au lieu d'emprunter 130 000, tu vas pouvoir emprunter 140 000. Ok. Ça marche également, et là c'est là où c'est super puissant, pour la colocation. Pour la colocation, nous, dans les accompagnements par exemple, on va venir utiliser ce qu'on appelle des attestations de valeur locative. Donc ce sont des documents qui sont émis par des agents immobiliers. Et en fait, c'est ultra puissant parce que la banque, en plus de prendre ton salaire et de te dire, voilà, tu as 140 000 € de capacité d'emprunt en calcul simple, et ben en prenant en compte les futurs loyers, avec les attestations de valeur locative, on a vu que tu voulais faire un appartement, il y avait 2 chambres et tu allais créer une 3e chambre à l'intérieur, etc. Ça allait te rapporter 1500 €, d'accord, 500 € par chambre, 1500 € sur 3 chambres. Et bien finalement, ça va augmenter ta capacité d'emprunt. Alors la banque prend jamais 100% du montant des futurs loyers, hein, ça c'est important. Elle va prendre entre 70, parfois 60, 80, selon les différents types de banques. Il me semble que j'ai déjà vu monter à 85%, d'accord, si je ne me trompe pas. Donc en fait, ça permet d'augmenter, toi, ta capacité d'emprunt. Et surtout, bah, si jamais de base, ta capacité d'emprunt, elle était à 140 000 et que tu peux emprunter 60 000, peut-être que tu peux cibler d'autres secteurs, des secteurs que tu pensais ne pas pouvoir cibler parce que c'était beaucoup trop cher, où il y a beaucoup plus de demandes. Et dans ce cas-là, tu peux te positionner dessus sans souci. Ok. Ok, alors pourquoi c'est un avantage finalement pour les policiers? Déjà, il y a la stabilité de l'emploi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pour ça que c'est un gros avantage. Les banques, elles ont plus tendance finalement à être flexibles au niveau des financements pour les policiers, les militaires et les gendarmes, parce que bah, c'est vraiment une stabilité au niveau des contrats, et comme j'ai dit, l'employeur, c'est l'État, donc voilà, c'est assez compliqué de se faire virer. C'est pour ça qu'elle peut aller justement prendre entre 80 et 85% des futurs loyers pour augmenter la capacité d'emprunt. Les taux préférentiels, c'est ce que je parlais justement aussi dans des avantages, hein. Donc il y a des partenaires justement pour avoir des taux préférentiels. Alors encore une fois, attention, parce que ça change énormément et nous on voit de tout, on fait passer des vingtaines de dossiers au niveau des banques chaque mois, d'accord? Et on le voit clairement. Alors certes, la CASDEN, on va dire que c'est un peu l'organisme de cautionnement pour les militaires, les policiers, etc. Le CSF également, mais en fait maintenant, à l'heure actuelle, il y a énormément d'autres banques et d'autres organismes de cautionnement qui se positionnent, d'accord, qui sont assez similaires. Ok, donc en fait, ça va vraiment dépendre surtout de comment est-ce que vous allez apporter le projet. Ça, c'est super important. Mais bien sûr, il y a des taux qui sont beaucoup plus intéressants, notamment au niveau des assurances. Ok, pensez à bien regarder vos assurances à titre perso, d'accord? Parce que des fois, il y a des assurances qui vont proposer une partie, par exemple, pour des travaux, ok? Si je prends l'exemple, alors c'était à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais Uneo qui proposait justement une enveloppe travaux, d'accord? Avec des taux très intéressants. Donc il y a beaucoup d'assurances qui font un peu ce même système-là. Pourquoi pas aller regarder et se renseigner. La capacité d'emprunt qui finalement va être étendue. Donc le statut, en fait, toi le statut quand tu es policier, hein, ils peuvent accepter des taux d'endettement beaucoup plus élevés, d'accord, parce que tu as quand même cette sécurité de l'emploi et notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à la diminution de charges. Si tu es en logement PP, finalement tu vas payer un petit peu moins cher que certaines autres personnes, donc forcément tu vas augmenter ton endettement. Donc voilà, ça reste quand même un avantage, en tout cas nous on le voit. C'est beaucoup plus simple pour les policiers qu'on accompagne pour l'obtention de leur crédit immobilier plutôt qu'un civil. Voilà, comme j'ai dit juste avant, les taux avantageux, la CASDEN, la vente populaire, les taux réduits réservés aux fonctionnaires, d'accord. Banque française mutualisme, alors ça encore une fois, ça va vraiment dépendre des dossiers, d'accord. Il y a des comme c'est écrit, des conditions qui sont dédiées aux agents de sécurité, mais encore une fois, là c'est vraiment pour vous montrer les avantages, mais ça va vraiment dépendre de votre dossier parce que ça se trouve, il n'y a aucune des banques ou organismes de cautionnement qui est ici avec laquelle vous allez traiter et qui vont accepter votre crédit, d'accord?
Donc encore une fois, ça dépend vraiment du projet immobilier. Forcément, plus votre projet va être à bénéfice, donc qui va générer du bénéfice tous les mois, comme de la colocation, de la location courte durée ou des choses comme ça, mais plus vous allez avoir de possibilités d'avoir de meilleurs financements. Si vous ciblez juste la location à une famille ou à un étudiant, un petit studio parce que vous voulez débuter petit dans l'immobilier, pour moi c'est une erreur. En plus de ça, c'est pas suffisamment bénéfique, enfin ça génère pas assez de bénéfices tous les mois, de cash flow, donc ça vous permet de ne pas pouvoir réenchaîner par la suite en prenant en compte votre bénéfice vu que vous en avez pas. D'accord? Et attention, le bénéfice, c'est pas juste j'ai un crédit de 500, mon loyer je l'ai mis à 600, je me fais 100 euros de bénéfice. Pas du tout. Faut prendre en compte la taxe foncière, faut prendre en compte les différentes charges au projet, les charges de copro, etc. et les différentes taxes. Une fois que ça c'est bon, que tout est déduit, là à ce moment-là, effectivement, on peut regarder est-ce que c'est rentable. Si c'est rentable, let's go. Si c'est pas rentable, ou que vous faites 50, 60 euros de bénéfices tous les mois, laissez tomber ce projet, allez chercher une grosse colocation. Pareil, il y a des vidéos sur la chaîne, la colocation, c'est pas que la colocation étudiante, il y a tout type de colocation, il n'y a pas que la colocation aussi, il y a la location courte durée, de la division, etc. Donc voilà, après il y a des offres qui sont pour les fonctionnaires, notamment au niveau du crédit agricole. Le CSF, alors, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, le CSF, j'ai eu plein de retours différents. Encore une fois, ça dépend des projets immobiliers, mais ça vous donne une idée déjà de banque que vous allez pouvoir cibler pour demander votre financement. Là, on arrive sur une étape super importante. Moi, j'adore, c'est pour moi la meilleure formule bancaire, le différé de remboursement. Qu'est-ce que le différé? En fait, le différé, pour faire simple, c'est une période pendant laquelle tu ne vas pas rembourser ton crédit immobilier. Ça peut aller jusqu'à 36 mois, donc pendant 3 ans. Ok? Donc, tu as deux types de différés qu'on va voir après, le différé total et le différé partiel. Donc généralement, c'est pris en compte pendant le temps des travaux. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si tu as un différé de 3 ans qui est acté, les travaux, tu peux les faire en 6 mois et tu vas profiter de 2 ans et demi où tu vas toucher tes loyers. Alors pour te donner un exemple, donc il existe deux types de différés. Pour donner un exemple, on a terminé donc un projet de colocation sur Mérignac, donc on est sur la colocation semi-haut de gamme. On est sur du 4 chambres à 650 euros par chambre, donc ça fait 2600 euros de loyer. Il y a à peu près 300-400 euros de charges par mois, d'accord, de copro, etc. Et la personne est en différé total pendant 36 mois. Donc c'est-à-dire que pendant 36 mois, elle ne va payer que les assurances de son projet immobilier. Et elle va stocker, du coup. Donc, tu enlèves sur les 2006, tu enlèves 300 euros. Je crois qu'il y a 300 ou 400 euros. Et derrière, donc, elle va stocker après 2100, 2200 euros de loyer tous les mois pendant la durée de son différé. Donc, ça équivaut à peu près à 80 000 euros sur 3 ans, 36 mois. Donc, c'est pas négligeable. Ça te permet d'avoir de la trésorerie. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il existe plusieurs types de procédures de différé et puis de remboursement de projet. Par la suite, après, une fois que le différé est terminé, tu vas avoir soit tu vas rembourser la totalité des intérêts d'un coup, ça c'est pas top, ou soit tu vas tout simplement avoir des intérêts intercalaires, donc tu vas payer un peu plus cher ton crédit, mais finalement tu auras fait de la trésorerie qui va te permettre de réinvestir sur d'autres projets. Donc ça reste super intéressant. Et puis il y a un autre type de différé, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, c'est ce qu'on appelle le préfinancement. Ça se rapproche du différé, c'est quand ton enveloppe travaux va vraiment être ne va pas être rattaché en fait à ton prêt immobilier, ça va être vraiment deux enveloppes différentes. Et du moment que ton enveloppe travaux n'est pas terminée, tu ne commences pas à rembourser ton crédit immobilier. Donc en gros voilà, donc il existe deux types de différés, le différé total, où là ça peut être, c'est 36 mois maximum, d'accord, tu ne vas payer aucune mensualité, les seuls frais ça va être les assurances. Le différé partiel, tu vas payer justement les intérêts et les assurances de ton projet immobilier, tout simplement. Pareil, le différé partiel, il est de 36 mois. Enfin, ça peut aller maximum de 36 mois. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir 36 mois, ça c'est à négocier au niveau de la banque, mais déjà si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, déjà d'une, ça te permet de prendre en compte les travaux. C'est-à-dire que pendant qu'il y a les travaux dans ton projet immobilier, tu vas pas être là à payer ton loyer tous les mois, d'accord, hein. Le but c'est que ce soit le locataire qui est en place qui rembourse ton crédit, pardon. Donc c'est pas toi qui vas payer ton crédit tous les mois. Et donc ça permet de prendre en compte cette phase travaux là de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et puis une fois que tu as le locataire en place, si tu avais un différé de 6 mois, bah nickel. Le locataire est en place, hop, tu commences à rembourser ton crédit, mais c'est lui qui rembourse ton crédit immobilier via les loyers que tu vas percevoir. Ou alors tu as poussé ton différé pendant 3 ans et puis voilà, bah, tu fais de la trésorerie. Donc voilà, c'est déjà la fin des différentes slides, des différents avantages.
Alors, n'hésite pas à t'abonner, à liker, nous ça nous donne énormément de force, mine de rien, on essaie de développer la chaîne au maximum. Donc voilà, tu peux au moins liker cette vidéo, commenter, et puis bien sûr, bah forcément, tu as un appel gratuit avec moi, d'accord? Si tu as des questions sur l'investissement immobilier, si tu as peut-être un projet en cours, etc., que tu veux savoir des questions ou les avantages par rapport à toi, ta situation, eh bien écoute, je te laisse cliquer sur le lien en biographie, d'accord? C'est un appel qui est totalement gratuit, c'est simple, tu cliques, tu choisis l'heure, enfin tu choisis pardon la date, l'heure, il y a deux trois petites questions, tu peux répondre brièvement, ok? Et comme ça va booker un appel directement avec moi. Donc pour revenir rapidement, tac 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 tac, hop là, voilà les différents avantages. Donc le 110% investir sans apport, le lissage de prime, on augmente la capacité d'emprunt, la diminution de charge, on vient diminuer le taux d'endettement, donc on va augmenter également la capacité d'emprunt, le calcul différentiel, on augmente la capacité d'emprunt, augmentation du taux d'endettement, on augmente le taux d'endettement. Les taux beaucoup plus avantageux, bon bah ça comme tu l'as vu, ça va dépendre par rapport aux banques, aux organismes de cautionnement, etc. Comme tu l'as vu, il y en a qui accompagnent beaucoup les policiers. Le différé total pour créer de la trésorerie et pouvoir réinvestir facilement. Et puis les organismes de cautionnement, c'est ce qu'on a vu au niveau des taux d'endettement avec la CASDEN, le CSF, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à checker toutes les autres vidéos. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!